bonjour à l'Université des Possibles avec Jean-François Ballaudet. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes très nombreux, c'est très agréable. Donc bonne année, puisqu'on est là pour ça, pour les vœux du président, avec une année particulière et particulièrement excitante d'un point de vue intellectuel, puisque Paris, l'université a changé de nom et changé de logo, et on va en parler évidemment pendant cette demi-heure. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? Moi, je m'appelle Yolène Delabine, je suis une ancienne étudiante de Nanterre. Donc, j'ai fait une histoire de l'art à partir de une licence d'histoire de l'art. Je suis arrivée en 1975, donc c'était vraiment la génération post-68 arde. Donc, je vous fais pas un dessin. C'était très cool. Je crois que c'est vraiment ce que j'ai retenu de mes études à l'époque. C'était une époque très particulière, très sympa, très cool, un peu trop cool, sans doute, un peu cracra, un peu, c'était rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ma fille qui est rentrée cette année en psycho ici, et c'est très drôle parce que je vois vraiment l'évolution en une génération. C'est plus du cracra, les locaux ont été quand même beaucoup réaménagés. Il y a un travail beaucoup plus rigoureux qu'à mon époque. Il y a des rapports avec les professeurs beaucoup plus proches, et ça, c'est vraiment très bien. Elle travaille beaucoup plus que ce que je faisais, et il y a une offre d'activités incroyables qui, j'avoue, sont assez étonnantes. Alors c'est justement, je pense, toute cette évolution en une génération qui va être très symbolisée par ce nom et ce logo. Alors en 2 minutes, pour que vous soyez un petit peu au courant de ce qui s'est passé, parce que c'était intéressant, j'ai eu la chance de faire partie des réunions de travail avec l'agence Campuscom. Changer de nom, ça a l'air simple comme ça. En fait, c'est assez compliqué parce que c'est très stratégique. Et quand on commence à se prendre un peu le chou à discuter de ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer. Alors on se disait, est-ce qu'il faut garder Ouest? Parce que c'est vrai que c'est à l'ouest de Paris, mais finalement, est-ce que c'est très intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut axer sur Paris? Paris, c'est magnifique, c'est connu, c'est prestigieux, mais oui, mais on n'est pas vraiment à Paris, on est à Nanterre. Est-ce qu'il fallait insister beaucoup à Nanterre? Oui, Nanterre, c'est formidable, puis en même temps, ça peut faire peur parfois à certains étrangers, parce que c'est l'image de 68, des étudiants qui balancent des pavés à la tête des policiers. Est-ce qu'il fallait insister sur la défense, qui est positive, c'est dynamique, c'est du business, c'est important pour des étudiants qui viennent ici et qui veulent après trouver un travail? Oui, mais c'est la défense. Enfin voilà, on s'est posé toutes ces questions avec beaucoup d'échanges, et puis on est arrivé au plus simple, l'université Paris-Nanterre. Je lisais ce matin dans Aujourd'hui en France, ce n'est pas le nouveau nom de l'université n'est pas révolutionnaire. Heureusement, c'était pas l'idée que ce soit révolutionnaire. La révolution, on l'a déjà fait en mai 68, c'est bon. C'était pas l'idée. Il fallait vraiment que ce soit au contraire efficace et simple. Et vous savez bien que c'est souvent la simplicité qui est la plus efficace. Il y avait Nanterre, il y a Nanterre justement, parce qu'on en est fiers, parce que c'est une magnifique université avec le symbole justement d'une vie intellectuelle qui se pose des questions, qui est prête à se remettre en question, qui est prête à remuer les choses parce qu'elle est assortie à l'époque dans laquelle elle vit. Donc le mot Nanterre est très fort symboliquement, et c'était vraiment important de le garder. Et puis bien sûr Paris, parce que Paris, c'est le prestige, c'est la France, c'est la créativité intellectuelle, artistique, et qui correspond tout à fait à cette université. Alors une fois qu'il y avait l'université Paris-Nanterre, il fallait le logo. Alors le logo aussi, ça a été très intéressant. En fait, il y a eu 3 propositions. Il y en a une un peu avec des N très simples, très élégantes, fines, qui étaient assez séduisantes, mais un petit peu classiques, on dira. C'était bien, mais tellement propre, tellement efficace que ça en devenait un peu... Il n'y avait pas beaucoup d'identité, en fait. Après, il y avait une deuxième proposition, alors là, différente, avec un N beaucoup plus écrasé, beaucoup plus épais, un peu plus années 70, dans un rectangle de couleurs. C'était plus pop, mais là aussi, peut-être moins élégant, un petit peu plus classique aussi. Et puis est arrivée la 3e, qui, je crois, a fait l'unanimité. Je ne sais plus si ça a vraiment fait l'unanimité, Jean-François. Enfin, je crois que tout le monde était très, très emballé. Celle que vous connaissez, qui n'est pas là, mais que vous voyez partout, qui a à la fois l'élégance, puis ce côté, la jambe du N qui est coupée, ce qui fait que ça fait un point d'exclamation qui donne beaucoup de dynamisme. Puis moi, j'aime beaucoup le rond parce que c'est un côté clown. Je trouve qu'il y a un côté nez de clown qui est sympa. C'est joyeux, il y a de l'humour, c'est
aussi pas se prendre au sérieux et la jeunesse, ça symbolise très bien la jeunesse qui vient ici. Donc voilà ce beau logo que vous allez voir, qui est là, de l'Université Paris-Nanterre. Alors je pense que Jean-François Ballaudet va nous développer un petit peu, je vous ai raconté rapidement l'évolution de ce logo et de ce nom. Juste pendant que le président va parler, sachez qu'il y a un Facebook Live et donc vous pouvez communiquer ou poser des questions en allant sur l'hashtag vœux Univ Nanterre. C'est une première, hein, on teste, donc on va voir ce que ça donne d'être branché sur Facebook Live. Monsieur le Président, c'est à vous et après on pourra rediscuter un petit peu plus. Mesdames et messieurs les représentants du préfet, du conseil départemental des Hauts-de-Seine, de la ville de Nanterre et des villes du territoire Paris-Ouest, La Défense, de l'établissement public d'aménagement territorial, de la Caisse des dépôts, des établissements partenaires, INSHEA, MGEN, Crous, Crédit Coopératif, Musée d'archéologie nationale, Musée du Quai Branly et des entreprises du territoire, Monsieur le Président de la Commu Université Paris-Lumière, Monsieur le Vice-président de la Commu Université Paris-Lumière, Messieurs les anciens présidents de l'Université, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs chers et chers collègues, tout d'abord, pour ne pas différer ce plaisir, je vous adresse une première fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je ne voudrais pas oublier de le faire, car j'ai beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui et qui tournent effectivement autour de ce nouveau nom et de cette nouvelle identité de Nanterre. De fait, la cérémonie des vœux de l'université prend un caractère tout particulier en cette année 2017, puisqu'elle va marquer l'entrée dans un nouveau temps de vie pour elle, on peut le dire ainsi, si l'on considère qu'un changement de nom correspond pour une institution une sorte de mue et assurément à une volonté de s'identifier et de se projeter différemment dans son avenir. C'est de cela que je voudrais vous parler essentiellement aujourd'hui, du nouveau nom, c'est-à-dire du nouveau projet de l'université, des nouveaux projets de l'université, donc de son identité renouvelée. Ce moment est particulièrement important pour l'institution, pour la communauté universitaire, pour les personnels et les étudiants, pour nos interlocuteurs et partenaires. Bon, en réalité, peut-être pour vous décevoir, vous rassurer par avance, compte tenu de ce propos introductif, je ne vais pas vous annoncer des choses fracassantes, des perspectives inédites. La nouveauté dont je parle, elle ne naît pas de rien. Le nouveau nom de l'université est lui-même ancré dans l'histoire de l'université, en même temps qu'il se décale significativement, je crois, par rapport au nom précédent et se pense par rapport au développement à venir. Le projet de l'université lui-même est la cristallisation d'actions déjà réalisées, de projets au pluriel déjà esquissés. Il n'est donc pas ici question de création ex nihilo, mais de consolidation, d'affirmation plus forte, plus résolue, mieux organisée, d'une projection définie. Le nouveau nom et la nouvelle identité sont pensés pour accompagner cela. C'est pourquoi nous avons souhaité, et Yolène Delavigne y faisait allusion, souhaité déployer une démarche d'implication de la communauté dans nos décisions, que ce soit pour le nouveau nom ou pour le nouveau logo, dans l'esprit d'une co-élaboration des décisions que nous voulons faire fructifier. Et cela, nous le devons notamment à l'action de la vice-présidente en charge du conseil des directeurs. Je veux parler de Carole Godard. Cette démarche sera poursuivie pour mener cette transformation jusqu'à son terme, avec aujourd'hui le pilotage clair par le service communication de ce que nous devons mettre en œuvre. Je les remercie tous, toutes et tous, très chaleureusement pour leur plein engagement dans ce projet délicat. Tout d'abord, il va s'agir de changer de signalétique. Et oui, car UP10 ou X traîne encore ici ou là. Et je remercie par avance la direction du patrimoine pour l'accompagnement de cette dimension d'aménagement ainsi que le vice-président patrimoine. Il s'agira ensuite de changer d'identité numérique. Exit U-Paris 10.
Et je remercie pour le coup par avance la direction des ressources informatiques ainsi que le vice-président numérique pour cette évolution. Il s'agira de mettre enfin en place un réseau d'alumni à la hauteur de ce que nous sommes, en nous appuyant sur la fondation de l'université qui a été mise en place depuis cette année, alors que nos étudiants sont très souvent fiers, voire très fiers d'être passés dans ces murs, alors que de très grands noms se sont formés à l'université, des leaders politiques et syndicaux de premier plan, deux directeurs du Fonds monétaire international, un ancien président de la République, plusieurs ministres et députés, mais aussi de nombreux journalistes, artistes, hommes et femmes de lettres et de culture, chefs d'entreprise, grands avocats, magistrats, grands commis de l'État, et plus largement tout un réseau énorme, fantastique, de femmes et d'hommes engagés dans la société et dans le monde économique et qui sont potentiellement autant de relais pour nos étudiants actuels et pour tous ceux que nous accueillerons dans l'avenir. L'objectif est que cette année académique et la suivante permettent la pleine réalisation de ces 3 projets. Je m'engagerai personnellement dans leur suivi et dans l'accompagnement du dernier en particulier. Et disons, peut-être pour nous donner un de ces indicateurs que le ministère affectionne, que si le ministère lui-même parvient enfin à ne plus nous désigner comme université Paris 10, bon, nous aurons gagné la partie. Cette entreprise d'envergure s'inscrit en réalité dans une politique générale qui vise à accompagner une nouvelle dynamique pour la communauté universitaire de Nanterre. Vous le savez, nous le savons, vous le savez, toutes et tous, l'université de Nanterre est rapidement devenue, au fil des ans, puis des décennies, l'une des universités les plus renommées en France. Première université parisienne en sciences humaines et en sciences sociales à sortir du giron de la Sorbonne, elle s'est affirmée très vite dans ce campus de Nanterre comme un lieu singulier, un lieu foisonnant, innovant, par sa pédagogie, par ses recherches, par la rencontre inédite qui a été possible entre le monde académique et le monde réel, que favorisait sa situation d'université nouvelle en périphérie, dans une banlieue ouvrière pauvre, côtoyant les plus vastes bidonvilles de la région parisienne, en même temps qu'elle se développait au fond, à l'arrière de ce qui allait devenir le plus grand quartier d'affaires européen. Cette rencontre urbaine et sociale qui explique sans doute, en bonne partie, l'étincelle du mouvement du 22 mars et de mai 68, elle a été le fait des enseignants autant que des étudiants. Et c'est certainement dans ces années 60, entre l'expérimentation pédagogique alternative que permettait le campus de Nanterre, le grand poids des sciences sociales dans la recherche qui s'y conduisait et l'effervescence des mouvements politiques qui ont agité l'université, que s'est inventé l'esprit de Nanterre. Celui qui circule entre les membres de la communauté universitaire de Nanterre et qui marque ceux qui ont été ou qui sont toujours à Nanterre jusqu'à maintenant. Cet esprit de Nanterre est très précieux. Il est même, je dirais, ce que nous avons de plus précieux. Certes, nous tenons bien évidemment au cadre national de formation et des diplômes. Nous tenons à une politique nationale de recherche, à un enseignement supérieur public de haut niveau. Pour lui, nous nous engageons, nous nous mobilisons tous les jours. C'est le gage d'une égalité républicaine et d'une véritable politique d'investissement dans l'avenir. Mais nous tenons aussi à cette différence qui est la nôtre, à cette musique propre à Nanterre, qui donne son allure à nul autre pareil au cursus proposé ici, à nombre de ses recherches, à toute cette vie à l'université, partagée entre enseignants et chercheurs, personnel administratif et de bibliothèque, étudiants et partenaires extérieurs. Et nul doute à cet égard que le campus lui-même, dans sa configuration, dans sa situation, ne soit depuis le début un acteur à part entière de cette identité forte et continue à être une dimension déterminante de notre université, grâce notamment au gros travail mené par la vice-présidente en charge de la vie du campus, Charlotte Bouteille-Master. Nul doute non plus à cet égard que les problématiques de qualité de vie étudiante, de qualité de vie au travail n'aient été sans cesse présentes et ne continuent d'être au premier plan pour nous, que ce soit à Nanterre, bien sûr, mais aussi à Ville-d'Avray, ou encore à Saint-Cloud, ou encore au pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense, désormais. Ces priorités sont inscrites dans nos budgets successifs et nous les poursuivrons.
Et pour cela, nous bénéficions de l'implication des vice-présidents du conseil d'administration, François-Xavier Train, du vice-président finance, Pitis Katsioulis, et de l'ensemble de la direction générale des services, que je remercie chaleureusement. Aujourd'hui, bien des réformes, des évolutions du contexte politique, économique, social se sont succédées et ont dessiné un cadre très sensiblement différent, de fait, de celui qui caractérisait les années 60, 70, 80, 90 et même 2000. Notre intérêt à cet égard est de poursuivre notre devenir de grande université avec son identité, ses convictions, son passé, sans renier tout ce qui nous a fait, mais aussi en mobilisant nos forces présentes pour continuer à développer nos activités en gardant constamment présent à l'esprit de Nanterre, pour être un plein acteur des transformations sociétales. Désormais, cela passe par beaucoup de choses. Notre capacité à améliorer la réussite et l'insertion professionnelle de nos étudiants, c'est capital. Il est d'ailleurs intéressant à cet égard de relever que, selon un récent classement international que l'on doit au Times of Higher Education, notre université est classée comme la 3e université française, devant beaucoup d'universités parisiennes, mais aussi de grandes écoles, en termes de réputation pour les recruteurs. C'est un indice intéressant et très encourageant pour nous. Il nous faut poursuivre dans cette voie. Cela passe aussi par l'inscription dans des réponses à des appels à projets nationaux, internationaux, et je crois que nous montrons de mieux en mieux, au fil des ans, notre capacité à nous adapter à ce nouveau contexte, dans la mesure où, évidemment, il nous permet de disposer de moyens supplémentaires, de soutenir davantage de projets, sans toutefois se substituer au financement récurrent dont la stabilité est par ailleurs essentielle, je tiens à le rappeler. Sur le plan des appels à projets et des dynamiques qu'ils peuvent soutenir, je voudrais d'abord rappeler ces reconnaissances récentes du caractère avant-gardiste de notre engagement en faveur d'un campus démonstrateur de la transition écologique et énergétique. Tout d'abord, le succès de notre candidature aux côtés de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien, intégrée depuis dans le territoire Paris-Ouest La Défense, pour devenir territoire à énergie positive pour la croissance verte. Nous sommes l'une des 2 seules universités françaises dans ce cas. Ensuite, le succès de notre candidature, toujours aux côtés de la CAMV, dans l'appel à projet du programme d'investissement d'avenir intitulé Ville de demain. Tout cela est aussi à penser dans un cadre général, celui du partenariat que nous avons construit avec la Caisse des dépôts, qui nous a permis de réaliser notre plan Action Énergie et de faire partie aujourd'hui des quelques universités tests d'un nouveau modèle économique intégrant cette dimension énergétique. Sur le plan de la recherche, nous avons aussi connu des succès récents, que j'ai plaisir à rappeler. L'obtention cette année d'un poste en sciences politiques fléché sur les problématiques de radicalisation dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de soutien aux disciplines rares en sciences humaines et sociales. Également l'obtention tout récemment d'une chaire UNESCO sur la prévention du dopage, laquelle sera officialisée sous peu. Plus généralement, en s'appuyant notamment sur un appel à projet de la Commu qui a été repensé dans une perspective d'amorçage, nous notons le doublement cette année du nombre de réponses aux appels à projets de l'ANR. Et, s'appuyant cette fois sur la structure du Bureau Europe de la Commu, une augmentation du nombre des candidatures à des appels à projets européens. Je remercie sur tous ces points tant les unités de recherche, bien sûr, que la direction de la recherche et des écoles doctorales, ainsi que le vice-président en charge de la commission de la recherche, Thierry Meyer, pour son implication dans tous ces sujets. Mais ce n'est pas tout. Sur le plan de la formation, 3 réponses à des appels à manifestation d'intérêt ont pris corps. L'un émanant de notre ministère sur la formation tout au long de la vie. Nous avons été porteurs avec Paris 8 et le CNAM Île-de-France d'un projet dont j'ai le très ferme espoir qu'il soit couronné de succès tant il est de qualité. Je remercie à cet égard le vice-président Bernard Quignot ainsi que le service de la formation continue qui s'est pleinement impliqué dans la constitution de ce projet et qui montre ainsi que les réformes de ce service commencent à porter tous leurs fruits. Un autre du ministère consacré à l'insertion professionnelle en sciences humaines et sociales. Nous apprêtons à déposer un nouveau projet au niveau de la Commu qui mobilise les vice-présidents formation et en particulier Christophe Bréchet et Nathalie Chaise, côté Nanterre. Enfin, un appel à manifestation d'intérêt, e-éducation, FEDER. FEDER renvoie au fonds européen que gère la région, qui est également constitué dans le cadre de la Commu et qui vise à la réalisation de 4 MOOC
il est intéressant de le noter, avec un apport de l'INSHEA, de l'École nationale supérieure Louis Lumière, mais aussi une implication des grandes institutions patrimoniales, partenaires de la Commu, que sont le Louvre, le Centre Georges Pompidou, l'INA, la BNF, les Archives nationales, le Musée d'archéologie nationale, ainsi que les deux LABEX, les passés dans le présent, et Art H2H, ainsi que l'IDEFI créatique. Sur la dimension documentaire et patrimoniale, enfin, qu'accompagne la vice-présidente Isabelle Rivoal en charge de la politique documentaire, ce sont 2 appels à projets qui ont récemment mobilisé les équipes. Un autre appel à manifestation FEDER sur les espaces de travail collaboratifs qui devrait permettre d'assurer un financement complémentaire pour le Centre de ressources et de culture numérique que nous conduisons avec le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, que je remercie ici vivement de son soutien. Coordonné par Isabelle Rivoal, mais aussi et encore les vice-présidents Olivier Renaud et Stéphane Brett, nous allons, et le plein engagement, bien entendu, du service commun de la documentation et d'Evelyne Dieckhoff, nous allons pouvoir, dans ce projet complexe, je l'espère, voir se réaliser une de nos priorités, car elle est au croisement d'enjeux cruciaux pour l'établissement, à la fois du point de vue de l'ancrage territorial, de la transformation numérique, de la diffusion de la connaissance et des enjeux économiques. Et puis aussi, nous avons répondu à un important appel à manifestation d'intérêt, intitulé Collex Percé, Collex comme collection d'excellence, qui a été lancé par le ministère et dont la réponse est construite autour de la BDIC afin qu'elle devienne bibliothèque délégataire sur la thématique monde contemporain. Le succès qui se dessine dans cet appel permettra, je l'espère, de faire fructifier encore plus nos formidables ressources documentaires qui, je le rappelle, reposent non seulement sur la BDIC, mais aussi sur le service commun de la documentation, la bibliothèque universitaire, les BUFR, les formations de SSA, de FILIA, de CITEC, de Mediadis dans ce domaine, toutes choses qui font de Nanterre un grand pôle de la politique documentaire. Et je ne voudrais pas omettre ici de rappeler, car le premier coup de pioche se rapproche, le projet de construction du nouveau bâtiment de la BDIC qui donc commencera d'ici quelques mois. Enfin, last but not least, je serai bref, ce n'est qu'une ligne à compléter. Bientôt aura lieu le lancement des appels à projets du PIA dit numéro 3, Programme d'investissement d'avenir numéro 3, qui se déroulera dans un cadre bien plus intéressant pour nous que le précédent, puisqu'il n'est plus centré sur des appels à projets dont le critère discriminant est la gouvernance des établissements, critère qui éliminait systématiquement les réponses faites par des communes dès lors qu'elles ne dessinaient pas des perspectives de fusion, ce qui n'a jamais été notre souhait. Les appels à projets du PIA 3 vont tourner beaucoup autour de l'articulation entre formation et recherche au niveau du master et du doctorat, autour des nouveaux cursus, autour de la valorisation de la recherche, et nous méditons d'ores et déjà les candidatures que nous allons porter dans ce cadre. Sur tout cela, et pardon pour cette énumération un peu longue, mais je crois qu'elle donne une idée de la richesse de notre engagement, nous répondrons présents en nous efforçant de nous mettre à la hauteur des plus grands établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en ne renonçant toutefois jamais à l'essentiel. Je veux dire, une conception non bureaucratique de l'université et une priorité absolue qui est réservée aux projets de formation, de recherche et d'engagement dans la société, toute chose qui l'emporte sur les mécanos institutionnels. Cette dynamique que nous avons encouragée, qui porte ses fruits et qui doit s'amplifier, a d'ores et déjà rendu l'université plus attractive. Et nous intéressons désormais de nouveaux partenaires en France comme à l'international. Il y a des rumeurs. C'est vrai, nous discutons en ce moment avec l'Université Paris 1 à propos de collaborations renforcées que nous souhaiterions établir dans un format qui reste cohérent avec notre inscription au sein de la Commu Université Paris Lumière. Dans quel esprit ? Au fond, en souhaitant qu'émerge un pôle en sciences humaines et sociales d'envergure internationale qui soit capable de coordonner beaucoup de forces et de porter des projets communs sur la base des collaborations existantes. Et dans notre cas, vous le savez, elles sont nombreuses avec Paris 1, nouées grâce à
la maison de l'archéologie et de l'ethnologie, qui est une maison des sciences de l'homme, qui a vocation à élargir son assiette, à être de plus en plus une maison des sciences de l'homme, ou encore récemment dans le cadre d'une plateforme d'expérimentation en sciences comportementales, en sciences humaines et sociales, une plateforme multisite organisée entre Paris, Nanterre et La Défense, ou encore grâce aux collaborations que nous avons historiquement autour de la BDIC, mais aussi de nombreuses UMR. Mais nous avons également des perspectives très sérieuses qui, désormais, nous permettent d'envisager notre participation au campus Condorcet. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons officialiser très prochainement notre demande pour devenir membre à part entière de ce projet d'envergure internationale qui permettra d'accroître le rayonnement des sciences humaines et sociales en France. Je sais avoir le soutien dans cette perspective des parties prenantes, à commencer par Paris 8 et le CNRS, mais aussi beaucoup des autres membres actuels du campus Condorcet, ainsi que de l'État. Nous avons enfin engagé des échanges prometteurs visant à construire des partenariats institutionnels ambitieux, tant au Québec, notamment avec l'Université Laval et d'autres institutions comme l'Institut de recherche scientifique, qu'en Chine, dans la continuité de nos partenariats déjà très solides, et notamment avec la prestigieuse Université Fudan. La vice-présidente en charge de la politique internationale, Sonia Lehmann-Frisch, y travaille activement. Tout cela s'inscrit dans une dynamique qui est celle du futur contrat avec l'État que nous préparons avec anticipation. Dans cette projection dynamique qui conduira au LMD4 à une synthèse à un programme de recherche renforcé, appuyé sur nos EA, nos UMR, sur l'USR, sur les écoles doctorales, sur l'ensemble de nos ressources documentaires, sur la BDIC, dans le cadre de la commu, avec Paris 8 et avec le CNRS, mais aussi dans le cadre du réseau plus large que nous voulons voir émerger, par la définition de champs de formation et de recherche suffisamment spécifiques pour nous distinguer et mettre en évidence nos forces différenciantes. Nous allons dessiner ensemble les contours de l'Université Paris-Nanterre pour les 10 ans à venir et plus. Pour ma part, je souhaite que cette université se caractérise plus que jamais par son engagement dans les enjeux de société et dans les enjeux territoriaux, à travers ses formations et ses recherches, à travers son positionnement institutionnel. Que son rayonnement passe par la qualité de ses équipes, par la qualité des partenariats nationaux et internationaux établis, par sa capacité à travailler en réseau et à construire des projets collaboratifs, à dépasser les cloisonnements et les frontières disciplinaires. Dans un contexte qui tend à normaliser les établissements, nous allons continuer à cultiver ce qui nous différencie et qui procède au fond toujours de ce décalage fondateur entre Paris et Nanterre, un décalage dans lequel l'université se réinstalle en se désignant comme Université Paris-Nanterre. Ce nom renvoie aussi bien à la dimension territoriale, pleinement revendiquée par nous, qu'à la dimension métropolitaine et régionale et qu'à la dimension internationale. Ce nom est gros de son remarquable campus, il est gros de ses équipes de formation et de recherche de très haut niveau, il est gros de ses étudiants français, européens, internationaux, toujours plus nombreux. Ce nom assume aussi un ancrage dans un territoire de contraste, en pleine mutation. Et il porte en même temps, dans le même temps, une ambition intellectuelle très puissante. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons réaffirmer à travers ce nom pour mieux nous encourager à avancer avec confiance et audace dans les années à venir. Nanterre est issue de Paris. L'université est allée de Paris à Nanterre. Mais c'est maintenant Nanterre qui regagne Paris, car non seulement Nanterre est dans le Grand Paris, mais Nanterre est le Paris nouveau. Et je ne résiste pas, ayant dit cela, à finir sur les mots du poète, non sans vous avoir au préalable renouvelé tous mes vœux pour cette année 2017. Je cite le poète, « Ô Paris de Nanterre, Paris qui s'est levé avec l'intelligence, à Paris, quand tu es debout, moi, je t'aime encore. » Meilleurs vœux.
Eh ben merci Président, parce que là il y a une dynamique. En effet, ça donne vraiment envie de. Alors vous avez parlé de beaucoup de choses. Alors j'ai juste un message. Moi j'aurais une autre question, mais de Mathieu Lévesque qui demande pourquoi changer de nom justement de la Défense. C'était très vendeur. Alors bon, j'en ai un petit peu parlé rapidement, mais je pense qu'il aimerait bien avoir votre réponse. Oui, c'est une question qu'on peut certainement se poser parce que l'enjeu de la défense, j'ai fait allusion à ce grand voisin qui est la défense. L'enjeu de la défense est assurément très important, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire ici ou là, au fond, nous sommes aujourd'hui à un moment où nous n'ambitionnons pas d'avoir un pied à la défense ou de discuter avec les acteurs de la défense, car c'est le cas. Nous sommes à la Défense, nous occupons une partie du bâtiment qui est le pôle universitaire Léonard de Vinci. Nous y avons des formations, nous en aurons demain peut-être encore un peu plus. Nous dialoguons avec les acteurs de la Défense. Je participe à l'association des usagers de la Défense. Ils m'ont demandé de participer au conseil d'administration de cette association. Nous réfléchissons au devenir de la Défense. Donc je dirais qu'aujourd'hui, l'université est de fait devenue un acteur de la Défense. Elle s'y trouve et elle y est reconnue. Donc ce qui était, il y a quelques années encore, à travers le nom Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, une revendication, nous voudrions en être, ou nous voudrions y être, c'est le cas aujourd'hui. Et donc je pense qu'il n'y a plus à avoir à mon sens, je crois que je l'ai interprété ainsi, cette discussion collective que nous avons eue, il n'y a plus à revendiquer à travers notre nom une proximité avec la Défense, car c'est désormais le cas, nous sommes à la Défense et de surcroît, on pourrait même ajouter cette réflexion que Nanterre et la Défense sont de plus en plus en continuité et d'une certaine manière, le projet de la Défense gagne Nanterre ou encore, l'on pourrait dire, Nanterre gagne la Défense. À cet égard, je crois qu'il n'y avait plus d'enjeu particulier à brandir le nom de la Défense. Nous avons pleinement intégré l'enjeu de la Défense dans notre stratégie d'université. Alors, je continue un petit peu sur le même genre de sujet parce que dans les informations que vous avez données, il y en a une qui me paraît très 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 importante pour nos étudiants, c'est que Paris-Nanterre soit la 3e université au monde en matière de recrutement. Je trouve ça incroyable comme nouvelle. Alors que, si j'ai bien compris, non. Alors d'accord, vous allez donc me préciser parce que si je l'ai mal compris, peut-être que je suis pas la seule. Je sais pas où je suis. Et en tout cas, je voudrais savoir comment est-ce que Nanterre justement se qualifie là-dessus et quels sont les projets peut-être qu'on peut avoir, puisque c'est clair que le recrutement, ça reste très important. En fait, il s'agit d'une étude, d'un classement qui a été établi à partir de la perception que les recruteurs avaient des établissements d'enseignement supérieur. Pas tout à fait. Enfin, disons que c'est bien une étude internationale, mais elle a porté notamment sur les établissements français et dans ce cadre-là est ressortie de manière assez intéressante cette conclusion que l'université, les formations de l'université Paris-Nanterre, des étudiants formés dans ces formations étaient appréhendés de manière très positive par les recruteurs. Donc ça, c'est évidemment un élément qui est très intéressant pour nous et nous allons faire en sorte que la perception soit encore meilleure. Autrement dit, c'est ce qui se joue là et l'adéquation entre les types de formations que nous proposons et les besoins qui peuvent se faire jour. Et quand je parlais des différences que nous pouvons jouer, il y a à la fois des attentes que nous pouvons bien identifier, il y a des métiers qui existent, et puis il y a toute une... Et donc on y répond pas avec les forces qui sont les nôtres. Et il y a des choses qui sont évidentes lorsqu'on délivre des formations en droit, on sait très bien vers quoi on dirige nos étudiants, en psychologie aussi. Et puis il y a des choses plus ouvertes, parce qu'il y a des disciplines qui forment au métier de l'enseignement et de la recherche, et pour qui c'est plus ouvert. Depuis des années, on a entamé légitimement, évidemment, pour le bien de nos étudiants, une réflexion sur les débouchés professionnels, la diversification des débouchés.
toutes les universités le font, elles le font à leur rythme, dans des contextes variés. Et bon, nous conduisons cette réflexion aussi, nous l'intégrons pleinement dans notre projection sur l'offre de formation. Et là-dessus, il nous faut continuer, et bien entendu, à travailler. Ça fait partie du cahier des charges de notre LMD4. Et ce que je veux dire, c'est que l'attractivité d'une formation, elle va s'identifier à partir de métiers qui existent, elle va aussi se définir à partir de métiers que l'on voit émerger. Et donc là, il y a quelque chose d'un peu délicat, une forme de pari, des décisions à prendre sur des besoins qui émergent et sur lesquels on peut se dire, tiens, il y a quelque chose de très intéressant à faire parce qu'on peut très bien coupler nos problématiques de recherche, formation-recherche et d'articulation avec une qualification professionnelle, au fond, à venir, qui n'est pas bien définie, mais qui un jour va être le cas. Et donc il est intéressant de le penser ainsi. Ça nous place dans une position d'anticipation, de prospective, de réflexion active sur le rapport entre formation académique et milieu professionnel. Ça, c'est pour le champ national. En termes d'attractivité internationale, alors il faut évidemment beaucoup continuer à travailler sur la renommée, le renom et la qualité de nos formations et des recherches qui s'effectuent pour faire venir des étudiants de tout niveau, de la licence au doctorat. C'est un point important. Alors dans le cadre de cette réflexion, il y a plusieurs pistes, mais on est amené à réfléchir là, aussi sur ce qu'on appelle l'internationalisation des formations. Comment peut-on à la fois défendre, bien sûr, un cadre de formation qui est d'abord francophone, mais qui peut-être doit intégrer aussi des éléments qui ne tournent pas le dos à des étudiants qui viendraient éventuellement chez nous, mais qui vont être un peu barrés par la langue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre-là ? Il y a aussi à continuer à travailler. On sait que c'est aujourd'hui un élément d'attractivité internationale sur notre campus. Je crois que c'est un atout, c'est un acteur, je l'ai dit tout à l'heure dans le discours, c'est un acteur depuis le début très capital de Nanterre, le campus de Nanterre. Aujourd'hui, c'est un élément de valorisation extrêmement fort et à bon droit, je pense. Et c'est un souci des étudiants de venir étudier dans des bonnes conditions avec des équipements, des services qui sont offerts. Et là-dessus, nous sommes très, très bien armés. Donc, il faut continuer à améliorer cela. Et c'est aussi bien pour le bien-être des étudiants que de nos personnels, nos enseignants. Donc, c'est quelque chose de très puissant qui est derrière le projet de l'Université Paris-Nanterre. Alors justement, puisqu'on parle de la réputation à l'international, donc vous avez changé de nom et de logo, ce qui se fait beaucoup à l'étranger, pas tellement en France, mais c'est important parce que je pense que c'est un message très fort et très dynamique à envoyer et aux recruteurs et en tout cas aux étudiants. Et vous avez créé un manifeste. Alors ça aussi, ça se fait beaucoup à l'étranger. On ne connaît pas encore très très bien ça en France. Il y a peu d'écoles ou de facultés qui l'ont fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà qu'un manifeste et à quoi ça sert ? Avant qu'on le voit, on va le voir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors là, je pense que l'intérêt va devenir croissant une fois que j'aurai dit, mais je ne veux pas. Bon, parce que nous allons effectivement lancer le manifeste, donc vous allez pouvoir le voir de façon animée. Effectivement, je crois qu'il y a très peu d'universités en France qui se sont dotées d'un manifeste, très très peu. Nous nous sommes dit que si nous allions jusqu'au bout de la démarche qui consiste à changer de nom, changer d'identité, de logo, de déclinaison graphique, au fond, ça n'était pas simplement pour le plaisir de simplifier le nom ou d'avoir un joli logo, c'est parce qu'on voulait se donner une forme d'élan, de confiance, comme je le disais encore dans cet avenir. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons affirmer, de quoi sommes-nous fiers, que revendiquons-nous, à quoi croyons-nous, et voilà. Et donc c'est dans cet esprit que le manifeste a été rédigé, composé en somme. Alors ça n'est pas un texte académique, ça n'est pas un texte officiel, c'est un support de mémoire, je dirais, une sorte d'élément de communication support de mémoire qui dit voilà, il y a un certain nombre de choses un peu clés que l'on veut dire, que l'on veut porter et que le manifeste va exprimer de manière un peu plaisante, ludique, et cela peut nous accompagner dans nos démarches d'établissement, de composantes pour porter et souligner en quelque
quelque sorte ces projets qui sont les nôtres. Donc réinscrit en quelque sorte dans un texte un peu de programme, mais encore une fois léger, qui n'a pas la lourdeur d'une convention de site ou d'un texte qui ferait foi aux yeux de tutelle ou de non, c'est une sorte de texte libre mais librement assumé qui accompagne et souligne un certain nombre de traits qui sont derrière les trois mots université Paris-Nanterre. Voilà. Donc c'est un exercice évidemment compliqué, difficile, délicat, auquel on a voulu se livrer. On a fait le pari que ça valait la peine d'être fait. J'espère que cela vous conviendra, vous séduira. Et si au moins cela peut vous surprendre, ce sera déjà un premier bénéfice de ce manifeste. Voilà. Juste avant qu'on le voit, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme si vous aviez écrit les valeurs de l'université déjà? Et est-ce que vis-à-vis de la cible internationale, enfin cible c'est peut-être pas très le mot choisi, mais vis-à-vis en tout cas de l'international, est-ce que vous allez avoir une version anglaise, chinoise, espagnole, etc. pour un peu propager la bonne parole et l'image de Paris-Nanterre? On peut tout à fait, l'imaginer. Si on veut aller jusqu'au bout de cette logique, de cette cohérence de l'université de Nanterre comme université internationale, oui, bien sûr. Alors dire qu'elle recèle un certain nombre de valeurs, alors c'est toujours un peu dangereux parce qu'on peut dire mais alors je n'ai pas vu écrit, je n'ai pas vu mentionné ceci ou cela, donc il y en a encore beaucoup d'autres il y a beaucoup d'autres disons termes peut-être clés qui mériteraient d'être inscrits dans ce cas-là, dans ce qui serait comme une sorte de charte des valeurs de l'université. À un sens, c'est une sorte de méditation animée, de réflexion animée qui dit un certain nombre qui veut dire un certain nombre de choses importantes et qui ne prétend pas à l'exhaustivité. Mais je dirais que le manifeste comporte un certain nombre de mots, de termes ou de références qui renvoient à ce à quoi nous tenons, je pense. Enfin, je l'espère. En tout cas, il a été composé dans cet esprit. Je propose qu'on regarde le manifeste. Appartenir à l'histoire avec un grand H. Être un nom en France et aussi dans le monde. Notre université est fière de s'appuyer sur un tel héritage pour à chaque instant se réinventer. C'est ce qui la rend unique et unie, effervescente mais rigoureuse, volontaire et inspirée, fédératrice car singulière, soucieuse de l'individu, du territoire, de l'avenir. Notre université observe et se nourrit. Elle analyse, elle agit, elle expérimente, bouscule, entreprend, anticipe, divers, ouvert, innovant. Nous rassemblons toutes les cultures. Ici, elles se rencontrent, se découvrent, se partagent. Nous sommes nés de la société. Nous ne sommes pas un système, nous sommes vivants. Nous sommes l'université des possibles. Université Paris-Nanterre. L'université des possibles. Oui, je crois que ça correspond vraiment à ce que vous avez dit et c'est très exaltant, il me semble, comme message. Merci en tout cas à tous. Vous allez pouvoir continuer de discuter et du logo et du nom et du manifeste et de tous ces projets avec un cocktail bien sympathique à l'espace Réverdy en bas avec une galette des rois et puis des goodies. Donc, Par contre, ce qui sera intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir rencontrer Dominique Klein qui va parler de la fondation de l'université, fondation dont vous avez parlé, président. Qui pourra vous donner plus de détails sur cette fondation et puis qui pourra vous expliquer comment donner quelques dons, comment participer, parce que vous savez bien ce que c'est. Si une fondation veut exister, être dynamique et faire beaucoup de choses, il faut un peu l'aider. Donc, évidemment, on compte tous sur vous. D'ailleurs, moi, ça m'intéresse en tant qu'ancienne élève. Donc, je vais être une des premières. Merci à tous. Bonne année et donc à tout de suite en bas.